Merci Franck. Ça, c'est la page de publicité pour le think tank que j'ai l'honneur de présider. Et merci Isabelle de l'avoir mentionné. Bonjour à tous. Je vais le plus rapidement possible essayer de vous résumer et de vous rendre le plus lisible possible, les enjeux du contexte dans lequel nous nous trouvons depuis l'accord de Paris et dans la perspective de la conférence de Marrakech pour la conférence des parties de la conférence des Nations Unies sur le climat, la 22e, qui aura lieu donc en novembre prochain. Alors, d'abord, je voudrais dire une chose, c'est que le monde a changé, certainement l'année dernière. En tout cas, le monde des relations internationales a changé. Pour ce qui concerne la vision partagée de l'agenda, en fait. Et il n'a pas changé seulement à Paris, il a changé aussi à Addis Abeba, car en fait, c'est le même processus qui s'est enclenché avec les accords d'Addis Abeba qui ont été adoptés par l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York en septembre 2015, et avec les accords sur le changement climatique qui sont intervenus à Paris en novembre dernier. Dans les deux cas, on a des accords qui sont universels. Ça veut dire que tous les pays s'engagent. Tous les pays s'engagent. Le consensus mondial, et c'est un point très très important, tous les pays s'engagent et les contenus de ces accords s'appliquent à tous les pays, des plus pauvres aux plus riches. Avec une responsabilité donnée à chaque pays pour apporter sa contribution en fonction de ses moyens et de son contexte propre. Et évidemment, de son niveau de développement. Ce point, je crois qu'il faut bien l'avoir en tête parce qu'il, à bien des égards, il change la vision mondiale du sujet du développement. Les deux agendas, l'agenda du développement durable et l'agenda du climat, sont liés. D'abord, au sein des objectifs de développement durable, il y a un objectif numéro 13 qui cible directement le climat, la lutte contre le changement climatique, et en plus la question climatique est présente dans toutes les ODD, de façon transversale. Et on peut considérer que la communauté mondiale a adopté à l'unanimité un nouveau modèle de développement, une nouvelle vision de ce que doit être l'avenir de l'humanité. Alors, ça n'est que dans le champ des relations internationales, mais c'est déjà un pas extrêmement important. Et la dimension solidarité Nord-Sud est évidemment essentielle, mais elle n'est pas la clé. C'est-à-dire que la vision partagée, y compris par les pays du Sud, c'est qu'au fait, on a besoin d'une solidarité Nord-Sud, notamment, j'y reviendrai sur les questions financières, on a besoin de transferts Nord-Sud, mais la clé du développement, c'est le développement endogène. Et d'une certaine façon, les transferts doivent être mis au service d'un développement endogène des pays en développement. Et cette vision, aujourd'hui, est partagée par l'ensemble de la communauté mondiale. Le succès diplomatique de la COP21 à Paris illustre en quelque sorte cette opération, d'autant plus que, bon, pour toutes sortes de raisons qui tiennent au conflit d'intérêts entre les pays, suivant leur position, leur niveau d'émissions actuelles, le niveau d'effort qu'ils ont à faire, leurs ressources aussi, évidemment, la question des pays pétroliers est essentielle dans cette affaire, on pouvait penser qu'on n'y arriverait pas. Donc c'est pour ça que ce succès a été une grande surprise, et l'accord lui-même, pour en revenir à lui, est révolutionnaire parce qu'il est d'un nouveau type dans sa nature et dans sa structure. Il repose sur un triptyque. D'une part, la reconnaissance du rôle essentiel des politiques nationales. Des politiques nationales. Ce sont les fameuses contributions nationales qui ont été apportées par presque tous les pays avant même la conférence de Paris. Et ça, c'est la source, si vous voulez, des comptes qui vont être faits par la communauté internationale à partir de maintenant sur
les politiques de réduction et d'adaptation au changement climatique. Deuxième élément, un accord international qui, en fait, pour dire les choses très simplement, installe un système de suivi des progrès accomplis dans le cadre des politiques nationales. Pour dire les choses très simplement, le grand succès de Paris, c'est le fait que même les plus grandes puissances, pour être très clair, les États-Unis et la Chine, ont accepté que les progrès accomplis dans le cadre de leur politique nationale soient mesurés par un système multilatéral supranational. C'était probablement la principale pierre d'achoppement, au fond, pendant la phase de préparation de cette conférence de Paris depuis déjà 5 ans. Et ce sujet-là a été surmonté. Donc, les politiques nationales, un système de mesure, de suivi des progrès, et enfin, troisième élément, extrêmement important, le fait que cet accord entre États fait référence à ce qu'on appelle un agenda des solutions, c'est-à-dire reconnaît le rôle moteur des contributions volontaires qui viennent des acteurs économiques non étatiques, c'est-à-dire les collectivités territoriales et le monde de l'entreprise, et aussi les ONG, les organisations syndicales, etc. Mais un poids très important a été donné aux contributions et à la dynamique d'amélioration des résultats lancés par les contributions volontaires, par les engagements volontaires des acteurs qui ne sont pas les États. Et vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui se passe, cet agenda des solutions venant des acteurs non étatiques n'est pas un processus qui est complètement disjoint de l'accord. C'est ça la grande nouveauté, c'est que l'accord fait référence, intègre la dynamique créée par l'action des acteurs non étatiques. L'accord lui-même prend 3 objectifs qui sont révolutionnaires dans leur formulation. Premier objectif, je vais être rapide parce que je pense que vous les connaissez. Premier objectif, c'est contenir l'élévation de la température à moins de 2 degrés, autant que possible 1,5 degré. J'y reviendrai dans un instant. Deuxième objectif, c'est l'objectif d'adaptation aux effets actuels, certains, du réchauffement climatique. Et enfin, troisième objectif, c'est l'alignement des flux financiers mondiaux sur les 2 objectifs précédents. Les rendre compatibles, conformes avec ces 2 objectifs. Non, il y a en arrière. Non. Excusez-moi, je vais revenir en arrière. Voilà, c'est ça. Alors, premier objectif de réduction, vous avez la courbe là. La courbe cible. Concrètement, il faut que nous arrivions à la fin du siècle à ce qu'on appelle une situation net zéro, c'est-à-dire des émissions nettes de nos capacités à séquestrer les émissions de gaz à effet de serre, soit par du captage souterrain, soit, et c'est le point essentiel, par de la séquestration dans les sols, grâce à l'amélioration de la gestion des sols par l'agriculture et par la forêt, arriver à un niveau d'émissions nettes de cette séquestration égal à 0. Ce qui suppose d'atteindre le pic des émissions mondiales aux alentours de 2030. Alors, ça peut paraître quelque chose d'extrêmement difficile compte tenu de l'évolution démographique mondiale, etc. Je voudrais vous donner un argument qui donne de bonnes raisons de penser que c'est possible. C'est le fait que la Chine, 1,3 milliard d'habitants, le premier émetteur mondial, la Chine s'est engagée à situer, dans sa contribution nationale, à situer le pic de ses émissions à 2025 au plus tard. C'est-à-dire qu'un pays qui regroupe une telle part de la population mondiale a pris un engagement de fixer le pic à 2025 et s'engage sur une courbe de descente extrêmement forte.
C'est un élément extrêmement puissant pour crédibiliser en quelque sorte cet objectif global. Évidemment, ça ne va pas se passer tout seul, car pour ça, il faut respecter ce qu'on appelle un budget carbone. Alors, pour aller très, très vite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour respecter l'objectif net zéro fin de siècle, il nous reste, à nous, humanité, un budget carbone global d'environ 1000, enfin même moins, c'est 850 en fait, selon les données du GIEC, gigatonnes de CO2 à émettre. Et 1000 alors qu'on en émet aujourd'hui, le monde, l'humanité, aujourd'hui, on émet 55 chaque année de ces gigatonnes. Donc vous voyez qu'en termes de décennies, c'est bien dans les 20 ans qui viennent qu'il est absolument nécessaire de réussir cette mutation. Ça suppose de laisser, puisque c'est la principale source des émissions, de laisser beaucoup de sources d'énergie fossiles sous terre. Vous avez là le graphique qui vous montre la part, si on veut respecter le budget global carbone de l'humanité pour rester en dessous de 2 degrés, vous avez la part des énergies fossiles qui doivent rester sous terre. Ça concerne essentiellement le charbon, mais ça concerne aussi le pétrole et le gaz. Et ayez en tête que les pays pétroliers ont signé cet accord. Ce qui change d'ailleurs complètement le contexte du marché de l'énergie, du pétrole et du gaz. Car maintenant, la compétition, car tout ça n'arrête pas la compétition, on n'est pas dans le monde des bisounours. La compétition entre les pays pétroliers, c'est une compétition qui porte sur le point de savoir dans quel puits on pompera la dernière goutte de pétrole pour faire du carburant. C'est ça la compétition, et ça explique une bonne partie de ce qui se passe sur le marché du pétrole et du gaz aujourd'hui. Le sujet le plus urgent, c'est évidemment le charbon. C'est-à-dire qu'en gros, comme c'est la source d'énergie fossile qui émet le plus, comme vous le savez, ça veut dire que là, c'est dans les 20 ans qui viennent que nous devons arrêter de faire de l'électricité avec du charbon partout dans le monde, alors qu'il se construit encore une grande quantité de centrales thermiques chaque année. Sauf à être capable de capturer le CO2 émis au moment de la combustion du charbon pour faire de l'électricité. Mais le problème, c'est que pour rentabiliser des investissements de capture du CO2 à la sortie des centrales thermiques au charbon, il faut faire monter le prix de ce CO2 à un niveau qui rendra l'électricité faite à partir de charbon beaucoup plus chère que celle qu'on peut faire avec des énergies renouvelables. Donc de toute façon, ce qui est déjà d'ailleurs le cas. Donc de toute façon, il faut être clair, charbon propre ou pas, il va falloir arrêter de faire de l'électricité avec cette source d'énergie. Deuxième sujet, c'est l'adaptation. Alors, je pense qu'il faut avoir en tête une chose, c'est que les impacts du réchauffement climatique sont déjà là, et que la grande nouveauté du côté de la communauté scientifique, c'est que la relation entre le processus long à l'échelle du siècle de réchauffement et l'aggravation ou l'augmentation de la fréquence des éléments extrêmes, cette relation aujourd'hui est faite par la communauté scientifique. Vous voyez, jusqu'à il y a encore très peu de temps, le GIEC qui regroupe, comme vous le savez, la communauté scientifique mondiale qui s'intéresse à cette question du climat et qui travaille sous le contrôle de l'ONU, le GIEC était très réservé sur cette relation. Il ne faisait pas de relation de cause à effet entre le processus de réchauffement et l'augmentation de la fréquence des cyclones, des phénomènes de sécheresse, etc. Aujourd'hui, cette relation est faite avec un niveau d'incertitude qui se réduit régulièrement. Et donc les impacts du réchauffement climatique sont aujourd'hui constatés et ils sont présents partout dans le monde, avec un impact particulièrement fort sur les pays les plus vulnérables, comme vous le savez, notamment le continent africain. L'aridité des sols, l'accroissement de l'aridité des sols, des situations de stress hydrique, produit déjà des effets terribles sur la pauvreté, sur les handicaps apportés aux politiques de développement, et surtout devient un enjeu géostratégique majeur. Je vous donne juste un exemple. Vous avez certainement entendu parler de la conférence qui s'est tenue à Istanbul la semaine dernière
sur la question humanitaire s'appliquant aux réfugiés et déplacés. Vous avez peut-être, comme moi, entendu le chiffre de 60 millions de réfugiés et de déplacés à l'échelle de la planète, chaque année. 60 millions. La Convention des Nations Unies sur la désertification établit que 90% des déplacés et réfugiés du monde proviennent de zones arides. 90%. Ça vous donne une idée de l'enjeu, d'abord en termes d'enjeu humain, bien sûr, mais aussi l'enjeu géostratégique de cette affaire. J'ai coutume de dire que si nous n'arrivons pas, avec les moyens qui sont déployés actuellement ou qui vont l'être, c'est-à-dire les moyens de l'économie, de la diplomatie, de la finance à régler le problème, ce sont les généraux qui le régleront demain. Alors, parlons un peu, puisque nous sommes dans un établissement financier, parlons un peu d'argent. Il faut distinguer deux choses. Une question que j'ai baptisé ça familièrement, la question à 100 milliards et la question à des milliers de milliards. Commençons par la question à 100 milliards. De quoi s'agit-il? Vous avez entendu ce chiffre certainement au moment de la préparation de la COP21. C'est l'engagement qui a été pris à Copenhague par les pays du Nord, en gros par les pays de l'OCDE, de pouvoir d'apporter à partir de 2020 un montant de flux annuel aux pays en développement et émergents de 100 milliards. 100 milliards par an pour financer les dépenses d'investissement, de réduction des émissions et d'adaptation. Cette promesse de Copenhague a été pendant toute la préparation de l'accord de Paris un sujet brûlant. En fait, il y avait deux problèmes. Un premier problème, c'est qu'est-ce qu'on compte? Qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce qu'il doit y avoir que de l'aide publique au développement? Et à ce moment-là, les pays du Nord disaient non mais c'est pas possible, on n'arrivera jamais à faire monter l'aide publique au développement à ce niveau-là. Et deuxième sujet, c'est qui apporte? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut intégrer des flux qui ne viennent pas seulement des pays du Nord, mais qui viennent aussi de certains pays du Sud. Pensez aux transferts qui viennent de la Chine, qui sont organisés de façon multilatérale à l'intérieur de certaines plaques continentales. Typiquement l'Amérique latine, ou éventuellement. Est-ce qu'on compte l'argent pour l'Afrique de la BAD? Oui. Donc ce problème de compte était très important, et ça a eu un effet extrêmement bénéfique, qui pour moi est peut-être un des plus grands succès de l'accord de Paris, c'est que ça a fait entrer les ministres des Finances du monde entier dans la négociation. Parce qu'ils avaient à compter. Que ce soit des ministres du Sud ou des ministres du Nord. Et une négociation qui était depuis toujours essentiellement un processus conduit par des ministres de l'Environnement avec des diplomates, est devenue une négociation dans laquelle les gouvernements du monde entier s'engagent, et notamment ceux qui, vous le savez bien, dans tout pays, même le plus pauvre du monde, reste la puissance essentielle de l'appareil d'État, à savoir le ministère des Finances, par la défense et l'intérieur. Donc ça, c'est un gage très très important qui a beaucoup renforcé la négociation. Le résultat dans l'accord de Paris, c'est effectivement un engagement formel, bon, en sachant que dans les comptes qui ont été faits par les études de l'OCDE, on arrive... C'était le deuxième problème que je n'ai pas cité tout à l'heure, c'est on en est où aujourd'hui? Hein, il faut 100 milliards, mais il y a combien aujourd'hui orientés vers les mêmes objets? Le consensus s'établit sur le fait qu'on est à peu près à 60 milliards annuels aujourd'hui. Avec des contestations, qu'est-ce qu'on compte pas, etc. Ça intègre les flux venant notamment des banques de développement. Et ça intègre une partie de financement privé, à condition qu'il puisse être intégré dans des logiques de financement public et appliquées aux bons objets. Pour être très clair, il faut que ça aille au bon endroit, vers les projets qui en ont le plus besoin et les pays les plus fragiles. La question de l'adaptation étant d'ailleurs la question la plus difficile sur le plan financier. Maintenant, cette question à 100 milliards est certes très très importante, et vous voyez, juste un mot là-dessus, très importante aussi par rapport à ce que je disais en ouverture sur le changement du modèle de développement. Au fond,
ce qui change avec cette affaire des 100 milliards, c'est l'idée que le plus important, c'est avant tout que l'argent des transferts, qui est stratégique, serve à un nouveau modèle de développement endogène, se mettent au service des financements qui vont permettre le modèle de développement endogène. Il ne doit pas le faire à la place de, il doit faire levier sur. Et faire levier sur quelque chose qui est d'un tout autre ordre de grandeur, c'est la question à des milliers de milliards. C'est au fond le point qui est lui aussi révolutionnaire de l'accord de Paris, c'est-à-dire le fait qu'on adopte un objectif financier, comme je le disais tout à l'heure. C'est le troisième objectif. Le fait qu'on doit aligner la totalité des flux mondiaux sur l'objectif net zéro. Et il ne s'agit pas, pour ces milliers de milliards, pour l'essentiel, comme vous le voyez sur ce graphique, vous voyez la part additionnelle, la part de coûts supplémentaires est très faible. Elle tourne dans tous les calculs qui sont faits, quel que soit ce qu'on compte, elle tourne entre 5 et 10% au maximum. Mais l'essentiel du mouvement que nous avons à faire, c'est un mouvement de substitution. Substitution. Alors quand on dit substitution, ça fait moins peur que s'il fallait trouver des milliers de milliards en plus. C'est un avantage. Il n'y a qu'à, en quelque sorte, changer. Transférer. Non, c'est aussi la difficulté. Parce qu'évidemment, quand vous transférez d'un secteur qui bénéficiait de ces financements à d'autres secteurs qui vont en bénéficier demain. Typiquement, bien sûr, dans le domaine de l'énergie, on voit très très bien ce qui se passe en direction des énergies renouvelables, mais c'est pareil pratiquement dans tous les secteurs de l'économie. C'est vrai à l'intérieur de l'industrie, pour l'agriculture, pour les transports, etc. Et donc, il y a des gagnants, en quelque sorte, potentiels, et des perdants. Mais au-delà de ça, il faut compter sur le fait qu'il y a des emplois qui sont en jeu dans les secteurs traditionnels. Et que donc, on a besoin de trajectoires qui vont s'étaler sur les 2 ou 3 décennies qui viennent pour faire basculer, en quelque sorte, les modèles économiques et penser à ce qui est en train de se passer, à ce qui commence tout juste à s'amorcer dans l'industrie automobile mondiale. Le processus est déjà engagé. Ce qu'il faut, c'est l'accélérer. Trop de ceci, pas assez de cela. Mais c'est ça, notre question. Trop de forage offshore profond, trop de pesticides, pas assez de renouvelables ou d'agroécologie sur les sols. Et c'est cette bascule qu'il faut réaliser. Alors, dans tous les cas, comment dire, ces trillions, ces milliers de milliards, tout le monde est conscient de la nécessité d'une bascule et du fait que ça suppose une action où la dépense publique, à quelque niveau qu'elle se situe, ne peut être que minoritaire. Compte tenu des montants engagés, la principale leçon de ça, c'est que l'essentiel du travail est à faire sur les financements privés. Et que les fonds publics sont là pour faire levier sur les fonds privés. Et quand je dis fonds publics, ce n'est pas seulement l'argent qui se situe dans les budgets de l'État, des États ou les budgets des collectivités territoriales, mais c'est aussi l'argent qui se situe dans les banques multilatérales, les banques de développement, les banques publiques promotionnelles, comme les nôtres, Caisse des dépôts et de gestion ou Caisse des dépôts. Je connais, nous partageons la même vision de ce qu'il faut dire sur le point de savoir si depuis... je connais notre bréviaire commun, chers amis, sur le fait qu'on ne peut pas confondre les fonds de la CDG avec les fonds du budget de l'État, etc. Mais enfin, il n'empêche que vu d'un point de vue macroscopique, nous opérons les fonds publics. Et donc, notre rôle, notre mission, en tant que segment des fonds publics, c'est de chercher à faire levier sur les fonds privés. Si nous voulons respecter notre part de l'agenda. Et la leçon de ce point de vue-là de Paris et des EDD est extrêmement importante. Oui, alors je vais passer sur ce sujet, parce que ça, c'est un peu la planche repoussoir qui vous montre le travail qui a été fait par Climate Policy Initiative pour montrer justement d'où on part et comment on peut d'abord faire le tracking des flux, pour identifier les flux actuels et mesurer le chemin accompli. Ce qui est important là-dedans, c'est, vous voyez le chiffre, là on est sur
sur un ensemble, parce qu'à chaque fois, il s'agit de savoir si on compte uniquement le secteur de l'énergie, le secteur industriel, est-ce qu'on parle de 1000 milliards, de 5000 milliards, de 10 000 milliards, suivant les ensembles qu'on envisage. Ici, on est plutôt sur un ensemble envisagé qui est restreint, et vous voyez qu'on identifie, exactement comme pour l'affaire des 100 milliards, on identifie déjà 391 milliards de flux. Je ne cherche pas à vous faire retenir ces chiffres, ce que je voudrais vous dire simplement, c'est que les ordres de grandeur de ce qu'il y a à basculer, on les retrouve à peu près quels que soient les périmètres, c'est-à-dire, quels que soient les périmètres, dans des ordres de grandeur qui sont de 2 à 3. Il faut multiplier par 2, multiplier par 3 nos efforts de basculement. Pour ça, nous avons besoin de choses qui sont de nature différente. Nous avons besoin de politiques nationales qui soient alignées. Nous avons besoin de politiques nationales qui alignent l'économie réelle sur ces objectifs, typiquement les politiques fiscales, les politiques de normes, les politiques de prix, qui sont en fait un corollaire des politiques fiscales données aux externalités négatives. Nous avons aussi besoin de politiques financières qui s'adressent au mouvement, à l'offre de capitaux elle-même, pour les orienter et les inciter à s'orienter vers ces nouveaux secteurs. Et c'est la condition pour que toutes les contributions volontaires, toute cette dynamique des agendas des solutions dont je parlais tout à l'heure, progressivement accroissent, nous permettent d'accélérer le processus. De ce point de vue-là, les enjeux de Marrakech, de la conférence de Marrakech sont extrêmement forts. Il y a une première chose à faire, c'est évidemment, et c'est le rôle de la présidence marocaine, de faire avancer ce qu'on pourrait appeler les décrets d'application de l'accord de Paris, et ce n'est pas une mince affaire. Décrets d'application qui portent pour une bonne part notamment sur tout ce que doit être mis au point avant 2020. Ça concerne la question des 100 milliards, etc. Et donner en plus à la conférence, parce que désormais, parce que la conférence a lieu à Marrakech, au Maroc, sur le continent africain, une orientation résolument tournée vers le sud et vers l'Afrique, pour rendre opérationnelles les procédures qui ont été prévues à Paris. Vous savez que l'accord entrera, vous avez certainement entendu ça, que l'accord entrera en application dès lors que 55 pays représentant 55% des émissions l'auront ratifié, et ayez en tête comme ordre de grandeur que Chine plus États-Unis, ça représente déjà 38% des émissions mondiales. Si vous ajoutez l'Europe, on est à un peu moins de 50%. Donc déjà, si ces trois blocs ratifient l'accord, on est très très proche, on a pratiquement acquis la ratification. Et nous aurons dans les temps la ratification de ces trois blocs, quels que soient les échos que nous pouvons avoir de la campagne électorale aux États-Unis. L'administration Obama a décidé de passer un executive order, le plus tard possible d'ailleurs, avant les élections, pour qu'il puisse avoir force de loi le plus longtemps possible après les élections, quels qu'en soient les résultats. Et quant à la Chine, elle a pris ses engagements aussi. Quant à l'Europe, c'est un petit peu compliqué parce que les 28 vont avoir des processus de ratification individuels, mais pour le moment, on est en train de trouver la solution pour que ça ne ralentisse pas le processus de ratification. Voilà, je voudrais aussi saluer deux choses dans les initiatives qui ont été annoncées par la présidence marocaine. C'est d'une part, notamment sur la question financière, la volonté d'organiser ce qu'ils appellent une fast track facility, c'est-à-dire une facilité d'accès rapide et direct à l'ensemble des financements pour les projets, notamment d'adaptation des pays les plus pauvres, et notamment des pays marocains. Ça paraît facile à dire, vous voyez, on résume ça, j'entendais encore la ministre de l'Environnement, Madame El Haïté, en parler hier à Casa. On résume ça sous le terme de guichet unique. C'est un très beau projet, c'est une très belle idée, c'est pas facile à faire, et je pense que de cette dynamique, il va sortir quelque chose, c'est-à-dire une exigence à la fois pour les financements privés et les financements publics, à partir d'une typologie des projets, en fait,
de répondre rapidement aux sollicitations dont ils font l'objet. Et puis le deuxième point qui me semble très important dans les priorités qui ont été, enfin oui, il me semble essentiel dans les priorités qui ont été fixées par la présidence marocaine, c'est le focus sur l'agriculture. Alors j'en parle parce que justement ça ne va pas être le sujet qui va être évoqué par les deux experts qui vont suivre, mais il me semble essentiel, particulièrement pertinent pour le continent. Vous vous souvenez de ce que je vous disais sur l'objectif net zéro tout à l'heure, net de la capacité de séquestration des sols. C'est probablement sur le plan financier le sujet le plus difficile, parce que ce qu'il y a de plus difficile, c'est de financer la mutation agricole à l'échelle mondiale. Car vous avez une myriade de petits agriculteurs qui sont concernés, si vous voulez, et pour lesquels il faut faire une révolution agraire, agronomique, du même ordre que celles qui ont été les révolutions précédentes et dans un délai très très court. Le grand avantage, c'est que maintenant, ils ont tous des téléphones portables. Et un point essentiel, et d'une façon générale, je conclurai là-dessus, un de nos principaux espoirs de réussite de ce processus de transformation que nous avons opéré à l'échelle globale, c'est bien sûr la présence de technologies de communication qui servent de puissant accélérateur de l'ensemble de ces transformations. Merci beaucoup.